Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ces 4 livres. Donc essentiellement ce sont des livres qui concernent des rois, enfin qui parlent des rois. Donc voici le tout dernier que j'ai, le livre, l'un des derniers que j'ai terminé. Donc je vais commencer en premier par celui-ci parce que je voudrais l'emballer. En fait j'ai enlevé la jaquette pour vous montrer comment il était beau en dessous. Il est vraiment très très beau, il est tout doré. Donc je vais l'habiller comme il a été pour le protéger. C'est un livre aux éditions Chêne, écrit par Stéphane Bern et Franck Ferrand, avec la préface de SAS Le Prince Alberto de Monaco. Donc c'est les tableaux royaux racontés par Stéphane Bern, comme j'ai déjà dit, et Franck Ferrand, les portraits de cour. C'est un gros beau livre, donc d'où la présentation comme ceci, parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment il est à l'intérieur. Et je vais vous parler en m'appuyant et bien évidemment sur mes petites notes que je me suis faites comme d'habitude. Donc ici il y a des pages qui résument tout le livre, donc je vais vous dire ça. Le beau livre que voici propose d'aborder l'histoire de la peinture sous un angle inédit, celui d'un genre longtemps décrié et qui aujourd'hui, grâce au regain d'intérêt des artistes contemporains pour l'image symbolique, trouve un souffle nouveau, parce que les plus grands peintres ont donné du pouvoir une image à la fois familière et majestueuse. Leurs portraits de cour nous invitent, dans une époque désenchantée, à retrouver un peu de sacralité. Et donc en fait vous avez ici, c'est un livre qui vous parle plutôt des portraits, non pas forcément des souverains, des rois, des reines, si quand même en parallèle, mais plus quand même des peintres qui mettaient en valeur justement cette noblesse avec leur régal, avec leur richesse, enfin voilà, ça se présentait le mieux possible pour la nation, pour qu'on voit le mieux possible le roi et les reines. Donc, comme j'ai marqué, moi j'ai marqué, donc c'est une apparition des dirigeants et souverains en habits simples. Ah, il y a aussi ici cette image de, vous voyez ici, ils sont tous bien habillés, tous beaux, etc. Mais parfois vous avez des images assez simples, où ils sont habillés assez simplement, sans ces richesses qui les représentent. Et donc ces styles de portrait met en colère le public, car eux, les souverains, donc ils devaient à la nation avoir la belle image, donc bien habillés, avec de belles étoffes, de production française de préférence également, donc pour faire honneur à leur pays qui est la France. Tout était pensé au détail près, vous voyez, les étoffes, les décors, la lumière, les régals qu'ils empruntaient parfois, ça ne rapportait pas à tous, tout ce qu'ils présentaient là. Puis j'avais marqué une belle description à la page 14 que j'ai trouvé très très jolie. Ici par exemple nous avons un portrait là, je vais vous agrandir un peu la page. Voilà. Et donc vous avez cette description que je vais en prendre enfin un petit bout. Donc manteau rythmé de pulls plis et replis qui seront donnés à voir dans une même intention, en imposer sans écraser. Ça c'est très joliment écrit. Puis ensuite vous avez également donc ici qui décrit un petit peu, donc pour désigner les grands portraits de cour, les anglo-saxons usent couramment d'un terme qui n'existe pas en français, state portrait. Donc par exemple portrait d'État. Dans l'acception restrictive, il s'agit le plus souvent de portraits en pied, grandeur nature ou un peu plus grand que nature, doté des parures solennelles de couronnement. L'espace autour de souverain doit être vaste et intemporel, parfois jusqu'à l'abstrait. Dans ce type de peinture, chaque détail est porteur de sens, l'attitude du modèle, sa tenue, l'angle, la lumière, les attributs, le décor, l'arrière-plan et jusqu'au moindre accessoire. Vous voyez, tout est pensé. Donc on commence par un néoclassisme et puis on y va plus loin, donc c'est les origines, c'est plutôt néoclassisme, et puis on termine par les contemporains dans ce bouquin. Vous voyez, les portraits sont parfois de profils assez simplistes, d'autres avec beaucoup de choses qui sont présentes sur le portrait, d'autres qui sont à portrait entier, vous voyez. Parfois vous avez des mises en scène où le peintre est présenté lui-même aussi, c'est Velázquez qu'on voit ici. Et puis c'est l'un des plus connus portraits
ce peintre qui s'appelle, l'un des plus connues peintures de ce peintre qui s'appelle Les Ménines, ou la famille de Philippe IV, ou les Ménines, donc Velázquez 1656, et cette petite fille, Infantine, on la voit souvent. Infantine avec un I, donc ça désigne aussi un titre qui est donné aux Espagnols et Portugais. J'avais dit ça quelque part, je le redis. Oui, c'est en général aux Espagnols et Portugais pour désigner la plus petite de la famille, enfin, le cadet de la famille. Ensuite, il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, comme d'habitude, je vais pas trop éplucher, sinon la vidéo va être interminable, on a encore 3 livres à voir. On rencontre souvent les fonds très chargés, hein, qui cèdent la place au fond un peu plus sombre et neutre. Hein. Après, tout dépend des peintres. Vous voyez, il y en a qui sont très neutres, d'autres qui sont vraiment beaucoup trop chargés avec beaucoup de choses. Ici, vous avez énormément de détails. Vous avez justement le peintre, vous avez le couple qui peint, qui se reflète dans le miroir. Vous avez également je crois que c'est l'homme de chambre, enfin c'est le domestique qui apparaît dans l'embrasure de la porte. Vous avez ici d'autres personnages, et puis voilà, vous avez pas mal de gens présents sur la peinture. C'est assez intéressant de voir tout ça en détail, hein. On a aussi les peintres qui jouaient le rôle très important au sein de la noblesse royale, hein. C'était aussi des familles de peintres qui étaient bien présents auprès des rois et qui étaient bien vus, bien acceptés, enfin, ils accompagnaient souvent quand même ces familles royales pour les présenter au mieux possible. Ici, dans ce livre, on parle beaucoup de Velázquez, Rubens, aussi une femme peintre que je ne savais pas du tout qu'à l'époque, il y avait des femmes peintres, Louise, Elisabeth, Vigée-Lebrun. Plus tard, il y en aura plus d'autres peintres, également de femmes. On a aussi Goya dans ce bouquin. Ensuite, on va passer à la page 98. Et là, on parle beaucoup de la présence des animaux dans les peintures. Hein. Vous voyez, ça désignait la noblesse. Quelle que soit la race de chien, il fallait que ça soit une race précise. C'était pas n'importe quel chien qu'il fallait qu'il soit présent sur la peinture. Et puis ici, on a, par exemple, vous voyez, on a d'autres portraits. Voilà, là c'est marqué. Donc MacDonagh, dans son livre Truffe royale, histoire des animaux de cour, dans l'art pictural, les chiens d'agrément ont été jusqu'alors l'apanage des femmes, les grandes bêtes étant jugées plus aptes à symboliser la virilité de leurs propriétaires. Donc faut-il rappeler que le roi Henri VIII d'Angleterre ne tolérait auprès de dames que les petits espagnols. Le médecin de la princesse Elisabeth, le docteur John Cailloux, rapporte que ces chiens sont surtout destinés à divertir les dames. Ils ne servent à rien sinon placés sur leur ventre, à les réchauffer et calmer leurs maux de ventre. Et c'est aussi un amour qui est donné aux animaux s'ils n'avaient pas d'enfants. Hein. C'était très très présent, donc il fallait qu'ils donnent leur amour, leur tendresse à quelqu'un. Et ben comme ils n'étaient pas très... à l'époque, ça se montrait pas trop, ils donnaient tout leur amour à leurs animaux. Vous voyez, c'est vraiment de très très belles images, hein. Ça c'est magnifique, hein. Mais il faut voir tout ça en détail, et puis raconté par Stéphane Bern. Je ne connais pas l'autre auteur, malheureusement, mais maintenant je le connais grâce à ce livre. Mais Stéphane Bern, j'adore comment elle explique, comment elle parle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous attire énormément. Et si vous avez aussi l'évolution de peinture, je crois que c'est la sœur de Marie-Antoinette. C'est ça. Donc Marie-Caroline de Naples. Vous voyez le portrait par un peintre et par un autre. Donc là, il est plus éloigné avec beaucoup de décors, etc. Et là, il est plus compact. Donc vous voyez vraiment l'encadrement sur cette... dame, hein, cette grande dame, et non pas sur le décor qui l'entoure en fait. Hein. C'est un petit peu, voilà, c'est des petites comparaisons comme ça aussi. La page 141. Ah oui, aussi on montrait, vous voyez, ça c'est une image un peu plus sophistiquée de la reine avec, de Marie-Antoinette avec ses deux enfants, deux de ses enfants. Et puis vous avez une autre image où elle se présente un peu, c'est ça je crois. Ouais, c'est ça. Donc vous avez cette autre image, un portrait, où elle est présentée, cette peinture plutôt, Marie-Antoinette et ses enfants, où elle en a 3, mais normalement elle en avait 4. Donc il y en a un qui est décédé, et on a ici le berceau qui est vide.
qui représente le deuil qu'elle porte à son enfant décédé, qui a quitté ce monde. Donc c'est vraiment... En fait, vous avez beaucoup d'explications dans une peinture. C'est très précis, c'est très concis, voilà. Et puis elle est avec des habits assez simples, vous voyez. Elle est aussi très materne, on voit bien la mère de famille, non pas vraiment la reine, même si elle paraît quand même majestueuse avec son beau chapeau décoré, etc. Mais ça reste quand même avant tout une mère qui porte un deuil pour son petit bébé qui est décédé. Et néanmoins, elle est bien présente pour ses 3 autres enfants qui sont avec elle. Ensuite, voilà, je les connais pas tous par cœur, hein, mais vous voyez bien aussi la différence entre avant et maintenant, ou entre-temps, hein, les portraits, les peintures, comment ils sont un peu plus évolués, comment ça se présente plus. Vous avez au centre Elisabeth, la reine Elisabeth, vous avez son fils qui est debout, les autres qui sont debout, et puis quelques dames qui sont assises. Bon, et quelques messieurs aussi, ça c'est aussi, je pense que c'est par grade, enfin voilà. Là, c'est pareil, tout est expliqué. Vous avez quelqu'un dans le miroir, quelqu'un qui apparaît ici. Enfin, c'est toujours très, très complet comme peinture. Là, c'est pareil, c'est pour montrer son deuil profond qu'elle portait à son mari, la veuve. Eh bien, elle était présentée quand même majestueuse, mais très sensible et très marquée par ce deuil qu'elle porte. Ah, c'était ici, je crois. Ah oui, c'était intéressant parce que... Ouais, on a un autre peintre qui s'appelle Jean-Marc Natier, qui est qui était un peintre de famille royale et reste le maître de mouvement rocaille initié par Watteau et laisse une tente associée à son nom, le bleu natier, donc qui est en tente entre le bleu marine et le bleu roi. Donc c'est sa tente qu'il a créée, qui s'appelle, c'est la tente qui s'appelle, qui porte son nom en fait. Voilà. C'est assez intéressant, hein. Vous avez vraiment tous ces détails, toutes ces explications à chaque fois. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore? Ah oui, vous avez ici aussi la mise en scène très riche, très belle de la reine Charlotte d'Angleterre avec ses fils aînés. Là aussi, il faut vous dire que ce ne sont pas que les rois et les reines de France. Ici, il y a de tout. Vous avez l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal, je crois aussi. Donc, c'est un peu mélangé. Et donc, ici, vous avez les mises en scène familiales qui retracent c'est très intéressant. Vous avez donc le XVIIIe siècle, en matière de portrait royal, est aussi celui de scènes de famille propres à manifester la continuité et la solidité des dynasties régnantes. Il y a une dimension théâtrale dans cette mise en scène de la famille à travers tous ses membres. Chacun y occupe la place qui lui assigne son rang dans la succession au trône. Ces grandes toiles, si longtemps méprisées des amateurs d'art qui les regardaient de loin comme des morceaux d'ennui, sont en vérité des condensés d'histoire et d'anecdotes d'autant plus passionnants qu'on en maîtrise les arcanes. Chaque position, chaque geste, chaque échange de regard y a été calculé par un ordonnateur dont on se demande s'il s'agit du peintre lui-même, de quelque grand chambellan, voire du monarque en personne. Et c'est sans doute dans cet exercice de style que la symbolique se révèle le plus sûrement parce que mise en scène avec une précision parfois sidérante. Vous voyez, c'est assez précis. On voit encore le reflet dans le miroir. On voit les enfants, un qui est habillé en turc, l'autre qui est habillé en romain. Enfin, on voit encore ce chien qui est assez majestueux. Il représente bien les familles royales. Ils n'ont pas un chien n'importe lequel. Hein. J'ai oublié la race. Puis vous avez d'autres portraits. Et puis vous avez la même, mais ici présentée, enfin un peu plus fatiguée comme ils ont expliqué, je crois. C'était elle. Non, c'était pas ça. Je crois que c'était ici. Si je me trompe pas, attendez.
Où est-ce qu'elle est cette Charlotte? Parce qu'ils disent qu'elle paraît quelque part un peu plus fatiguée que sur la peinture précédente. Ah bah c'est là. Donc ici vous avez pareil, Georges III, la reine Charlotte et leurs 6 premiers enfants. Et donc comme ils expliquaient ici qu'elle paraissait un peu plus fatiguée déjà. Parce que bah il y en a déjà plus que... Là il y en avait 3. Non, il y en avait que 2. Là vous en avez déjà 6. Et bien évidemment elle change de tête. Et évidemment on a son mari ici alors qu'on n'en avait pas. Et souvent dans les peintures on a la couronne qui apparaît. On parle déjà 17 minutes d'un seul bouquin, il faut que je me dépêche. Et puis aussi, bah, je vais passer très très vite à Francisco de Goya. Si vous êtes intéressé, j'ai son livre, enfin le livre est sur lui. Je vais essayer de vous mettre dans le petit i si j'y pense. C'est un livre assez ancien, hein, donc que j'aimerais vous faire partager également un jour, de lire peut-être en ligne. Et puis ici, c'est marqué, c'est assez drôle comment c'est... Sa peinture est mauvaise, est considérée comme mauvaise et on dit pourquoi donc il ne pouvait pas embellir à ceux qui présentaient parce que regardez cette Marie-Louise de Parme, reine d'Espagne, comment elle est crispée de mâchoire, comment elle est pas très jolie et comment lui il est tout rétréci, je sais pas, on dirait qu'il est tout compact. Puis ici c'est pareil, niveau visage c'est très sombre, enfin bon on voit très très mal les peintures, c'est très mal géré par rapport aux critiques bien évidemment, c'est pas moi qui me le permet. Donc ici il disait, c'était assez drôle comment c'était dit, donc qu'elle assuma, alors attendez, elle était quand même contente de son portrait cette reine, hein. Donc c'était marqué, il faut croire que la souveraine n'était pas rancunière, à moins qu'elle assumât une physionomie particulièrement disgracieuse, car le portrait qu'en Don Goya nous montre sur un visage flétri, un regard fixe, des mâchoires frisant, le prognatisme, autant dire une laideur criante. Si la reine était seule victime d'un pinceau si cruel, on pourrait en accuser la nature. Mais force est de constater que tous les portraits royaux brossés par Goya, depuis son implacable Charles III en habit de chasse jusqu'à son pitoyable Ferdinand VII en costume royal, présentent des stigmates d'une disgrâce physique voire mentale. Dès lors, la question se pose, Goya n'aurait-il pu flatter ses modèles? Comment le portraitiste inspiré de la marquise de Pontero ou de comtesse de Chanchon, délicieuse créature au charmant minois, a-t-il osé figer pour l'histoire les membres de la famille royale d'Espagne dans des attitudes si peu avantageuses? Il serait tentant d'y voir, en effet, des idées sombres qui remuaient depuis 1792 et qui lui inspirèrent sans doute la noirceur des caprices madrilènes. Mais on ne peut s'empêcher de rappeler aussi les opinions fort libérales de Goya, ouvertement favorables à cette révolution française qui venait de balayer ailleurs d'autres Bourbons. Et dès lors, comment ne pas sentir que le peintre attiré des rois d'Espagne a choisi consciemment ou non de laisser 2 images d'une famille dégénérée. Dans tous ces tableaux, le contraste est saisissant entre la laideur assumée des personnalités royales et la splendeur de costumes qui le font rassembler à autant de pantins d'un autre âge. Ainsi Goya aurait-il été le portraitiste attiré d'une cour qui ne l'employait qu'à ses dépens. Vous voyez, c'est assez intéressant. Et puis après, on passe au contemporain, Grace Kelly, qui fixa toujours le même point longtemps et en posant. Et on lui a posé la question, pourquoi, comment arrivait-elle à faire ça assez naturellement? Et puis elle a dit, parce que tout simplement, je suis myope et je fixe ce que je vois peu. Donc voilà, très belle femme. Donc je vais terminer là avec ce livre, on va continuer avec les autres rapidement parce qu'on est déjà à 20 minutes, je n'ai pas envie que la vidéo s'éternise, sinon ça va être beaucoup trop long pour vous, mais si jamais c'est trop long pour vous et que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours revenir à un autre moment, ou bien vous avez des petits chapitres en dessous de cette vidéo où vous pouvez cliquer sur le bouquin qui vous intéresse si vous n'avez pas envie de suivre le tout. Ensuite je vais vous parler des grandes favorites royales. Je vous parle dans l'ordre que j'ai terminé. En fait, j'ai terminé le dernier, ça c'est avant-dernier, donc les grandes favorites royales. C'est un livre de Baron Armel de Huysme, très joli livre, aux éditions Arnaud Frères. C'est un livre un peu style magazine qui comporte que 64 pages avec de belles images également. Et en fait, pourquoi je vous parle des 3 livres de Rois et Reines en même temps? Parce que tout simplement, ils se complètent entre eux et c'est sympa de lire en même temps, de regarder les images, etc. J'ai pas fait ça comme ça, mais ça me rappelait un peu ce que j'ai lu précédemment, par exemple dans les favorites, que je retrouvais dans les portraits de cour et dans un autre bouquin, et ça m'aidait pas mal. Donc ici, moi j'ai adoré ce livre, par exemple à la page 18. Ah oui, aussi je voulais vous compléter, attendez, je voulais vous compléter parce que moi j'ai aussi mon petit book journal
que je tiens et je voulais vous compléter avec mon book journal que j'avais noté par exemple pour les portraits qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici j'ai marqué que le livre était illustré, bien écrit, on y parle plutôt des peintures que des rois, les portraits et autres peintures plein pied, la mise en scène de décors, la peinture des souverains et de leur famille, les régals, les habits nobles et sophistiqués. On parle beaucoup de Velázquez Rubens et aussi de la femme peintre Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, ainsi que d'autres peintres connus mais célèbres. Voilà, tout ça je vous ai déjà dit. Maintenant je vais vous faire un petit topo concernant les favorites, les grandes favorites des rois. Ici j'avais dit que le livre était très intéressant, illustré avec beaucoup de descriptifs de favorites. Leur vie pas toujours facile, parfois bien protégée par les rois, parfois remise aux oubliettes et changée contre d'autres. Donc c'était assez compliqué. Les histoires de vie tristes, souvent plus qu'heureuses. Ce sont des femmes qui restaient dans l'ombre ou au contraire bien visibles et aidantes même à prendre certaines décisions politiques. Donc livre simple, concis, bien écrit, clair, beau livre. J'avais mis aussi ici quelques petites phrases comme belle à la voir, honnête à la hanter, c'était très joli comme phrase. Et puis j'ai adoré ici un descriptif de Diane de Poitiers qui disait « Cette grande jeune femme à la chevelure rousse, à la peau nacrée, si belle de corps et de visage, était la dame de ses pensées. » C'était assez joliment décrit. Et puis à la page 38 aussi, j'ai beaucoup aimé le descriptif. Vous voyez, les images sont vraiment très très belles. J'ai beaucoup aimé ici le descriptif. Belle comme le jour, a dit Saint-Simon, une triomphante beauté à faire admirer aux ambassadeurs, écrit Madame de Sevigné. Blonde avec de grands yeux bleus, le nez aquilin, la bouche vermeille, les dents très blanches, très bien faites, bien que fort plantureuses, elle séduisait un corps par sa gaieté, son esprit. Madame de Montespan relate Madame de Noailles dans ses curieuses mémoires, après avoir été déclarée maîtresse du roi, fut un matin faire ses emplettes. Elle demande à la jeune vendeuse de faire livrer chez elle, de peur de quiproquo. Elle lui demanda si elle la connaissait bien. « Oui, madame, j'ai bien l'honneur de vous connaître. N'est-ce pas vous qui avez acheté la charge de mademoiselle de la Vallière ?» Donc c'est vraiment... C'est bien écrit, c'est bien décrit, c'est très joli, enfin c'est vraiment dans l'époque. Vous voyez un petit peu les personnages, vous les connaissez, vous avez peut-être entendu parler, vous les connaissez de ré, on va dire, mais vous les connaissez peut-être pas de vue. Maintenant on voit tout ça en images. Il y en a vraiment qui sont belles femmes, d'autres bon, un peu moins belles, hein, mais belles quand même. Elles sont toutes charmantes, très intéressantes. La plupart avec la poitrine dévoilée, je ne sais pas est-ce que c'est dû au fait que ce soit des favorites, donc on les voit un petit peu à une grande partie de bouquin, souvent avec une poitrine dévoilée, d'autres pas. Enfin voilà. Et puis enfin le dernier parmi les rois et les reines, c'était celui-ci, de Bernard Fan, roi et reine de France. J'avais marqué aussi également ce que j'en pensais. Je l'ai commencé très tard, très tôt, et je l'ai commencé très tard. Bon, j'ai mis beaucoup de temps parce que je voulais pas trop le lire. C'est un livre au format poche point, donc édition du Seuil. Livre dans le style de chronologie, un petit peu avec les arbres généalogiques que vous allez rencontrer à chaque chapitre. Bon, il y a une introduction et je vais vous montrer. Par exemple, on va commencer par Mérovingiens. Vous avez des dynasties, enfin là c'est la dynastie itinéraire, vous avez après Carolingien, Capétien, etc. Et là, à chaque fois, quand on vous parle d'une des dynasties, vous avez cet arbre généalogique qui vous aide ensuite de vous repérer quand vous allez avancer au fur et à mesure dans ce livre. Donc c'est un bref descriptif, si vous voulez, de chacun des rois, de chacun des... En fait, vous avez ici la provenance de certains mots aussi employés par la suite qui sont très intéressants. Donc histoire brève de chaque roi avec ses prédécesseurs et ses successeurs. Bon livre qui retrace l'histoire de France, des rois de France. J'aimais beaucoup aussi, ici, il y avait une phrase, s'ils n'ont pas de pain qu'ils mangent de la brioche. Ça, c'est la Marie-Antoinette, enfin, que j'aime. C'est une phrase assez connue et qui montre d'elle que c'était pas une femme beaucoup très intelligente et qui pensait à son peuple, mais pensait plutôt à son image. Mais je ne sais pas pourquoi je suis très attirée par cette Marie-Antoinette. J'aime beaucoup ce qu'elle est. Je sais pas. Je sais pas, il y a quelque chose qui est très attachant à connaître comment elle était, etc.
Donc, histoire, apparition de termes différents. Par exemple, je vous ai parlé des histoires, des mots qui apparaissaient ici, majesté. Ici, à la page 128, on vous explique comment s'est apparu ce terme et comment on l'employait et pourquoi. Donc ici, vous avez majesté pour désigner le roi de France était admis. Le terme était jusqu'alors réservé à l'empereur, le premier en dignité des princes chrétiens. Le roi de France se voulait empereur en son royaume, ne reconnaissant aucune autorité supérieure à la sienne. La monarchie féodale était morte, elle qui avait déjà commencé la construction de ce que Pierre Goubert a appelé l'image savante du roi. Voilà, c'est assez intéressant comment c'est apparu, pourquoi, etc. Ensuite, j'avais marqué aussi... ah oui, la phrase célèbre, je vous ai déjà dit. Alors que voilà, elle a prononcé cette phrase qui mange de la brioche, alors que le peuple français, le peuple à Paris ne réussissait plus à se nourrir, à se passer de... Enfin, cette phrase passée de tout commentaire. Donc, le livre est assez intéressant, mais ça, franchement, ça, c'est à garder aussi dans votre bibliothèque si vous êtes vraiment envoyé, intéressé par tout ce qui est reine et roi de France. C'est très intéressant quand vous allez voir un musée, etc., à compléter un petit peu vos connaissances par ce livre. Parce que si vous le lisez indépendamment de ce que vous voyez, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Alors que si vous accompagnez ça, par exemple, de ces deux livres-là, ou alors des visites dans le musée, les châteaux, etc., ça vous aide beaucoup. On continue. On continue avec le dernier livre de cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, je suis désolée. Ça, c'est tout dernier que j'ai lu, mais bon, je l'inclus dans celui-ci parce que ça fait partie quand même des classiques. Mais ça n'a rien à voir avec les rois. C'est un livre qui est de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, que je n'ai jamais vu de ma vie. Ça, c'est un livre qui m'a été offert, je vais mettre ici dans le petit, un unboxing de mes cadeaux de Noël, par mon chéri cette année. Il est en russe, il est traduit en russe par Nora Gal aux éditions Maladaya Gvardia. En 1963, il a été paru dans cette édition-là. Donc c'est un beau livre, bien écrit, bien dessiné, un petit peu particulier, j'ai envie de vous dire, mais très intéressant. Et bien évidemment, j'ai mis aussi ce que j'en pensais dans mon petit book journal. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc une histoire triste et très touchante, à la fois très imaginaire et réaliste, avec le moral comme dans les fables et d'une certaine magie comme dans les contes. Chacun y trouvera son espoir, son esprit de pensée, sa réalité. Cette histoire a été dédiée à Léon Wurtz, essayiste romancier, qu'on peut trouver sur Wikipédia, bien évidemment. C'est une personne qui, ça fait très longtemps décédée, bien évidemment, et traduit en plus de 1000 langues. Et ce livre, Le Petit Prince, c'est le deuxième livre traduit après la Bible. Donc en plusieurs langues, à plus de 1000 langues, il a été traduit. Donc c'est vraiment très intéressant. Après, moi, j'ai mis quelques mots... quelques phrases qui me plaisaient, mais c'est vraiment compliqué à les traduire parce que, bon, il faut trouver peut-être un exemplaire en français et y voir tout de suite en traduction, en original pour coup, parce que là, c'est la traduction russe. Mais si vous voulez, un petit extrait, chaque personne a ses étoiles. Donc, c'est quelque chose comme ça que j'ai apprécié. Et puis, ils expliquent aussi qu'est-ce qui désigne l'étoile pour chacun, qu'est-ce qu'il comprend là-dedans. Enfin, c'est très intéressant, c'est assez compliqué à la fois et compréhensible. Enfin bon, c'est original. Et puis là, cette phrase très connue de tous, dessine-moi un mouton. C'est l'histoire d'un petit garçon, au final. Enfin, j'ai jamais lu de ma vie. Là, c'est la première fois en 39 ans que je lis ce livre qui est très très connu. Et je le lis en russe, mais bon, après, je pourrais le lire en français, mais je ne sais pas si je le lirai un jour en français. Peut-être pas tout de suite. À la fin, il m'a beaucoup trop ému. J'ai pleuré même à la fin. Je vous le lis d'ailleurs en ligne, en russe, si vous êtes intéressé par la langue russe, bien évidemment. Ce livre est en russe. Vous allez voir ça, il y aura forcément en playlist avec, soit ça sera dans les contes, soit ça sera en playlist dédiée justement au Petit Prince et qui sera mise en ligne. Donc n'hésitez pas à faire un tour dans mes playlists pour voir ce livre. Et donc en fait ça parle, pour écouter ce livre, j'ai envie de vous dire. Donc ici ça parle un petit peu d'un petit garçon qui voulait dessiner, qui voulait être peintre. On lui a coupé tout l'envie de l'être, on lui a dit qu'il a dessiné très mal. À chaque fois, il commençait par dessiner un serpent, par exemple, un serpent qui avalait un éléphant, et personne ne comprenait que c'était un éléphant à l'intérieur du serpent. Enfin bon, ça se terminait comme ça, et puis il a arrêté, il est devenu un pilote d'avion qui comment vous dire,
qui crache au milieu de nulle part, hein, dans un désert, où il rencontre un petit garçon qui vient le voir et qui lui dit, alors qu'il est en train de réparer son avion, il manque d'eau, il a peur qu'il va mourir de soif, et un petit garçon qui apparaît, qui lui dit dessine-moi un mouton. Donc il commence à lui dessiner un mouton, le garçon n'est jamais content de ce mouton qu'il lui dessine, il dit trop vieux, l'autre il est trop jeune, celui-ci il est pas comme ci, il est pas comme ça, et du coup il lui dessine une boîte dans laquelle il dit il y a ton mouton, il est tel que tu veux, etc. Et puis après il lui demande de dessiner en une laisse pour pouvoir garder ce mouton sur la laisse. Il dit pourquoi il pourrait se promener comme ça. Et l'histoire démarre ici. Il dit parce que j'ai une rose et j'aimerais savoir si le mouton il mange des roses. Et puis bon, pour l'adulte, ça lui paraît complètement insensé, toutes ces questions que pose le gamin. Il se dit mais c'est quoi ces questions bizarres, etc. Alors que le gamin, il a toujours une idée derrière la tête. S'il mange ma rose sur ma planète, il y a une seule et unique fleur, et s'il la mange, donc il n'y aura plus de fleurs, etc. Il commence à expliquer qu'il a voyagé sur 5 ou 7 autres planètes, comment elles étaient. Il lui raconte toutes ces histoires, et à la fin, bon, je vais pas vous raconter la fin, si vous voulez connaître, moi, peut-être que vous connaissez, c'est un grand classique mondial, on va dire. Moi, je le connaissais pas, maintenant je le connais, je suis contente et ravie de le découvrir quand même. La fin est beaucoup trop triste, mais très poétique, philosophique même. Donc je vous invite à le lire si vous souhaitez connaître davantage sur cette histoire. Je vous invite à l'écouter en russe si vous avez envie. Et si, bien évidemment, vous pouvez le lire en langue maternelle de cet auteur, donc en français, qui sera aussi beau, je pense, même encore plus beau que ce que j'ai lu en russe. Bon, je l'ai lu en russe tout simplement parce qu'il m'a été offert en russe pour en faire clin d'œil à mes origines ukrainienne mais parlant russe, voilà. Donc, oui, un petit, ce que j'ai oublié de vous compléter, c'est ma master plan que je vous ai déjà présenté. En fait, ici, je note ce que j'achète et ce que je vais lire. Je vais pas vous montrer ce que j'achète, ça c'est pas très important. Je vais vous montrer déjà comment j'ai rempli. Ça, c'était mes lectures de mois de janvier. J'en ai lu, j'ai compté donc 3 livres. J'ai lu 782 pages. Bien évidemment, je décris tous les bouquins que je lis dans mon book journal et que je présente également en vidéo ici. Ce mois-ci, mois de février, j'ai terminé de lire 5 livres, même j'ai prévu 4, j'ai fini 5. J'ai marqué le nombre de pages ici aussi, 1132 pages, pour chaque livre, combien de pages, etc. Et j'ai évidemment lu Guerre épée, 20 pages. Je continue de lire Guerre épée puisque je l'ai déjà entamé il y a des années. En mars, je prévois de lire 4 livres. Je ne sais pas si ce sera les mêmes. J'ai un grand livre également qui m'a été offert pour mon anniversaire il y a 2 ans, qui s'appelle La Russie. J'ai d'autres livres, donc ici Heureuse et pas fâchée de l'être. J'ai La mode et j'ai la petite les robes, la petite robe noire, je crois, ça s'appelle les petites robes noires. Bon, je vois mal les auteurs ici parce que c'est tout petit. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont se rajouter, tout dépend de la lecture que je vais avancer. Je sais que ces deux-là, ils sont pas très longues, celle-ci non plus, c'est en format poche. Malgré que ces deux-là sont format broché, ça va aller vite, je pense. C'est des pavés assez gros de taille, mais écrit assez grand, et du coup ça va se lire vite, je pense. Et ça, c'est le livre sur la Russie, bien évidemment, c'est un peu le style des portraits de cour, qui est un beau gros livre illustré qui va se lire aussi assez rapidement, je pense. Voilà. Et puis, vous voyez, je me mets comme ça, je colle avec un post-it parce que je ne sais pas du tout si je vais continuer à lire ce que je me suis mis dans ces listes, parce que sachant que vous voyez ici, j'en ai mis plusieurs livres et que j'ai déjà retiré et que j'ai placé ici, par exemple. Voilà, donc des fois, je change d'avis. Mais je prévois un petit peu mon petit plan de lecture pour demain en avance, on va dire. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et je vous embrasse. Je vous souhaite...